Bonjour, bienvenue à l'adulte autiste. Mon nom est Isabelle Fagui, je suis une personne autiste qui a été diagnostiquée dans la trentaine et je me suis donné pour mission de faire connaître l'autisme aux personnes non autistes. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mélissa. Bonjour! Donc oui, moi je suis Mélissa, je suis une femme autiste dans la trentaine, puis en fait j'ai joint le blog en printemps dernier, puis donc moi aussi j'ai comme mission là de transmettre, de partager tout ce que je fais comme cheminement, tout ce que j'apprends depuis la dernière année. Ça fait à peu près 1 an que j'ai eu mon diagnostic. Le thème d'aujourd'hui, c'est une question qu'on reçoit souvent autant de personnes autistes, d'intervenants ou de leurs proches des personnes autistes. C'est la question pourquoi mon proche, depuis son diagnostic, a l'air moins capable ou pourquoi est-ce que mon proche a changé depuis son diagnostic. Donc, c'est ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Pour commencer, on va vous donner un exemple. Mélissa, tu as trouvé un super bon exemple pour présenter ce sujet. Je te laisse dire ton exemple. Oui, en fait c'est comme quand on se lève un matin, puis là on commence à ressentir de la blessure au genou, une douleur au genou. En fait, notre premier réflexe, c'est de constater qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, on va aller consulter pour un médecin pour voir là, qu'est-ce qu'il y a. Puis, en fait, le médecin va nous donner un diagnostic X de blessure au genou, par exemple. Et c'est sûr qu'après avoir reçu ce diagnostic-là, on va prendre soin de son genou selon les recommandations du médecin. Fait que ça se peut qu'à ce moment-ci, l'entourage voit qu'on modifie certains comportements justement pour prendre soin de son genou. Dans le fond, tu vas aller consulter parce que tu te sens pas bien et qu'il y a quelque chose qui a déstabilisé l'équilibre précaire, en fait, que la personne avait réussi à construire. En soi, là, dans cet exemple-là, ça serait l'équilibre sur sa santé, son genou, puis être capable de faire ses activités, ses marches ou ces choses là, qui nécessitent l'utilisation de ses jambes. Donc, dans le cas d'une personne autiste, à ce moment-ci, c'est l'équilibre au niveau de ses mécanismes d'adaptation qu'elle avait mis en place, qui ont été justement déstabilisés dû à une raison qui peut être soit, mettons, un décès ou une séparation ou graduer du cégep ou l'université ou avoir une promotion, la naissance d'un enfant ou déménager de ville, par exemple. Oui, en fait, c'est ça, c'est que souvent les personnes autistes qui étaient plutôt, moi, ce que j'appelle le type caméléon, hein, donc les gens qui camouflent, qui acceptent de faire des choses même si c'est très difficile pour elles, ces personnes-là souvent vont pas avoir un diagnostic quand ils sont enfants, sauf qu'à un moment, on peut dépasser ses capacités, on peut se pousser, mais il y a une limite. Et donc souvent, c'est ça, quand il arrive un événement comme, disons, le décès du conjoint ou de son parent, ou une séparation, ou j'ai un enfant, moi-même. Peu importe, ça peut être d'autres situations aussi. C'est juste que les exemples qu'on vous a donnés, c'est des exemples qu'on entend souvent. Là, tout d'un coup, la personne est plus capable, sa limite d'adaptation est atteinte et même elle est dépassée en fait. Et donc là, la personne, elle n'a pas le choix d'aller consulter parce que sa vie ne fonctionne plus. Soit elle est plus capable de travailler, elle est plus capable de s'occuper de sa maison ou peu importe, il y a des aspects de sa vie qui ne fonctionnent plus. Donc, soit on va voir que la personne autiste, ça va être en burn-out, ça peut être un burn-out lié au travail, donc plus conventionnel, ou un burn-out autistique. Elle peut être en dépression. On peut voir des personnes aussi qui sont rendues avec des troubles alimentaires sévères, toutes sortes de problèmes de santé mentale. Et donc là, ça va l'amener à les consulter. Donc, comme la personne qui, tout d'un coup, a mal au genou, elle va aller consulter, la personne autiste qui n'arrive plus à s'adapter, elle va aller consulter. On a comme regroupé un peu qu'est-ce qui se passe avant d'avoir un diagnostic et qu'est-ce qui se passe après, puis on va vous expliquer ça un peu. Dans le fond, je vais vous lire les points, puis ensuite, on va commenter chaque point, Mélissa et moi. Donc, souvent, avant d'avoir ton diagnostic, tu t'es fait dire toute ta vie que tes anomalies sensorielles étaient impossibles. Donc, c'est pas que tu n'en avais pas. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec le bruit, mais on me disait, tout le monde a de la misère avec le bruit. Je sais pas si tu as vécu ça aussi, Mélissa. C'était la même chose avec le bruit. D'ailleurs, quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais été questionner mes parents pour leur demander quand j'étais enfant, justement, si j'avais parce que je me rappelais, moi, que le bruit avait... Je leur mentionnais, puis effectivement, ils me disaient il fallait qu'on te rassure là, quand on marchait dans la rue puis qu'il y avait des voitures qui passent parce que tu t'éloignais, tu partais quasiment à courir en dehors du trottoir pour t'éloigner. Puis là, donc ça, c'est... Puis effectivement, là, ils me ramenaient puis ils disaient là, on marche sur le trottoir, on n'a pas le droit d'aller sur les terrains des autres ou des choses comme ça. Donc, ça nous force justement à s'exposer au bruit là, qu'on essayait de fuir, en fait. Ouais, moi, je pourrais donner un exemple au travail. Par exemple, dans le premier endroit où je travaillais, c'était un bureau, puis il y avait des photocopieurs qui faisaient un
vraiment trop de bruit pour moi, pour ma capacité. Puis je disais aux gens, je suis tellement brûlée le soir à cause du bruit de photocopieur, j'aimerais ça pouvoir porter des bouchons. Puis là, on m'interdisait de porter des bouchons parce que les gens disaient que je faisais ça parce que j'étais asociale. Sauf qu'ils me disaient qu'eux aussi, ça les brûlait le bruit, puis je les croyais, donc je me disais, ben c'est juste moi, il faut que je me force à endurer le bruit. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'eux autres, après le travail, ils allaient veiller au bar pratiquement tous les soirs. Mais je veux dire, moi, il n'y avait aucune façon que je pourrais aller veiller au bar. Quand j'arrivais du travail, j'étais tellement brûlée par le bruit, j'étais obligée de me coucher puis pleurer pendant 1 heure ou 2 pour sortir la fatigue. Mais donc, c'est ça, eux, ils faisaient pas la différence entre être fatigués et être épuisés. Ils étaient un peu fatigués après le travail, mais il y avait encore assez d'énergie pour aller veiller au bar, alors que moi, j'étais même pas capable de me faire un souper. Même chose pour les câlins, là, tu sais, quand t'es enfant, on te dit « Ah, viens faire un câlin, puis tout », puis là, tu sais, t'as l'air un peu réticent, puis là, « Ah, allez, juste 2 secondes », puis là, tu sais, ils essaient comme de normaliser ça, puis t'encourager à en donner, alors que toi, tu peux pas l'expliquer, mais tu ressens que c'est pas quelque chose qui te met à l'aise ou... Oui, c'est un très bon exemple. Moi, un autre exemple que je pourrais donner, qui serait pas nécessairement sensoriel, mais mettons lié à mes déficits cognitifs. Par exemple, moi, je dis souvent, j'ai un déficit de mémoire de travail. Ça fait en sorte que, par exemple, j'arrive pas à faire du calcul mental. Ben, on me disait tout le temps, ah, si tu te forçais, tu serais capable. Parce que tu es intelligente, tu es capable de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions sur papier, donc tu es forcément capable de le faire dans ta tête. Mais ce que les gens réalisaient pas, c'est que le faire sur papier, ça nécessite pas de mémoire de travail parce que tu notes à mesure tes retenues. Mais quand il faut que tu le fasses dans ta tête, tes retenues, il faut que tu les retiennes. Mais là, moi, j'ai pas de case mémoire pour les marquer. Mais c'est ça, j'avais intégré ça qu'il faut juste que je me force plus. Alors qu'en réalité, ça donnait rien d'essayer de me forcer. Ça fait 45 ans que j'essaye de me forcer puis que j'ai toujours pas réussi, là. Non, ça, c'est clair. C'est comme la même chose pour je sais pas si c'est la mémoire de travail, mais comme en tant que maman, souvent, je sais pas, en tout cas, les enfants ont le don de demander 8 choses en même temps. Que j'ai faim, je peux-tu avoir telle émission, là, l'autre qui dit, ah ben moi, je voudrais telle chose à manger, puis tu sais, ça finit plus, fait que là, tu te ramasses avec 8 choses en même temps, puis là, j'ai l'impression que les demandes arrivent plus vite que ma capacité à les exécuter, puis ça me cause justement comme une frustration, mais en fait, c'est pas une frustration, c'est plus comme un ressenti que je suis en train de dépasser mes capacités, puis fait que là, bon, quand j'explique ça à d'autres adultes, ils me disent, ah, ben, tu sais, les enfants sont tous comme ça, puis c'est normal que tu oublies des affaires, tu peux leur expliquer, puis tu sais. Mais quand que je suis rendue à retenir 8 choses, donner une explication à un enfant en plus, c'est me rajouter une 9e chose à faire. Fait que vient pas m'aider faire ça. Ben, ça peut m'aider sur un long terme, mais je veux dire, sur le coup, ça me fatigue encore plus, là, ça m'épuise plus de le faire, là. En effet, c'est ça. Souvent, c'est ça aussi, on va avoir des difficultés, puis les gens vont dire, ben moi aussi j'ai une difficulté, mais en fin de compte, le niveau de difficulté n'est pas le même, là. Ou ça se peut que nous, ça soit carrément une incapacité, non pas une difficulté. Ça, c'est une autre affaire aussi. Les gens ont la difficulté à comprendre la différence entre une difficulté et une incapacité. Puis aussi, ben les gens, eux autres, quand ils vivent ces difficultés-là, ils vont aller chercher du soutien avec plaisir, mais pour nous, c'est comme une tâche de plus d'aller chercher du l'aide, soutien, exact, oui. le communiquer, puis ou de rencontrer la personne, ou de réussir à s'expliquer, ou c'est c'est pas toujours évident, là. Tandis que si t'as une difficulté, puis le fait d'en parler, ben déjà, tu te sens mieux. C'est bien, c'est quelque chose, mais quand que tu te sens pas mieux, après, parce qu'au contraire, tu te sens encore plus épuisé. Dans le fond, c'est que pour demander de l'aide dans la société neurotypique, il faut utiliser des habiletés sociales, qui est justement une de nos difficultés. Donc là, la personne autiste, elle ne sait peut-être pas comment nommer sa difficulté. Puis même si elle sait comment nommer sa difficulté, vu que sa difficulté est différente, souvent, ça ne sera pas cru qu'elle a une difficulté. Comme je te dis, mettons, moi, avec ma mémoire de travail, on me dit, ben non, c'est de la paresse, c'est pas une difficulté que tu as. Donc là, finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que autant nos anomalies sensorielles que nos difficultés cognitives sont niées. Donc là, nous autres, on les nie nous aussi à la force. Hein. Quand tout le monde autour de toi te dit que ça se peut pas, ben tu finis par le croire. Ou que c'est normal. C'est ça, exactement. Ou que c'est normal. Oui, la normalisation, ça, peut-être tu devrais l'expliquer un peu. Là. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, c'est les gens disent « Ah, moi aussi, les autres aussi ». Exact. Fait que ça te force comme à supporter des choses en te disant les autres aussi vivent la même chose. Je veux pas chialer plus que tout le monde. Moi aussi, je vais faire ma part des choses, puis je vais prendre sur moi, tu sais. Tu avais parlé aussi de conseils poche. Je trouvais ça vraiment intéressant comme concept aussi. Là. Avant qu'on ait notre diagnostic, c'est vrai, moi j'en ai reçu plein des conseils poche. Là. Voulais-tu élaborer un peu sur ça?
Oui, ben surtout, mettons, comme dans ma nouvelle réalité de maman, ben tu sais, souvent, les parents, on se donne des conseils, tu sais. Mhm. Fait que justement, un des conseils un des problématiques que je nomme puis que je suis en recherche de conseils, c'est exemple, quand que je parle du bruit des enfants. Ben, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose, c'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai été consultée, c'est que j'arrivais pas à supporter le bruit de mes enfants. Puis, ben, je voulais quand même les laisser jouer puis s'amuser. Fait que dans le fond, ben là, au début, t'en parles juste à tes proches ou aux gens autour de toi avant d'aller voir un professionnel nécessairement. Puis là, ben, souvent, c'est les conseils qu'ils te disent, c'est ah, ben, garde, laisse-les crier pendant 1 heure, après ça, ils vont être épuisés. Mhm. OK, mais comme genre 1 heure, c'est trop pour moi, là. 10 minutes, c'est trop pour moi, là. Comme moi, je vais être partie dans un effondrement pendant genre 24 heures, là. Tu sais, où fait que ces conseils-là sont bienveillants, tu sais, ils partent de bonnes intentions, mais ils sont pas applicables, moi, dans ma tête. Je le comprends, le conseil, mais moi, je sais que si j'essaie de le faire, ça mènera pas à un succès nécessairement, là. Exact. Donc c'est comme tu dis, c'est des conseils qui sont bienveillants. La personne est bienveillante, mais c'est pas adapté, effectivement, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent les adultes autistes dire, hein, c'est que la bienveillance, c'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que l'autre personne vit. Puis souvent, on nous reproche à nous autres de pas comprendre ce que les autres vivent, mais nous autres, en tant que personne à aider, quand nous, on est la personne à aider, même les intervenants, souvent, n'arrivent pas à se mettre à notre place, puis vont donner des conseils qui partent d'une bienveillance, mais qui, comme ne sont pas adaptés, finalement, peuvent nuire au lieu d'aider. Un autre point que j'avais noté, moi aussi, à propos de avant d'avoir mon diagnostic, c'est que j'avais pas accès à des personnes qui me ressemblent. Autrement dit, j'avais pas ce qu'on appelle des pairs en psychologie, donc des gens qui ont un peu les mêmes difficultés, les mêmes forces, qui ont le même vécu, qui vivent les mêmes expériences. Donc, c'est comme si j'arrivais pas à voir que j'étais différente à ce point-là, parce que dans le fond, on me disait que j'étais comme les autres. Hein? On me disait les autres aussi ont cette difficulté-là, les autres aussi ont cette anomalie sensorielle-là, blablabla. On disait pas ces termes-là, mais quand même, ça revient à ça, là. Donc, on normalisait. Donc, supposément, j'étais comme les autres. Mais en même temps, on me rejetait. Mais sauf que, bon, on me disait qu'on me rejetait parce que j'étais pas fine. On va y revenir plus tard. Mais donc, j'avais pas accès. Si j'avais eu accès à d'autres personnes autistes, quand j'ai eu mon diagnostic, puis que je commençais à parler avec des personnes autistes, je les voyais interagir, je les voyais juste interagir avec l'environnement physique. Là, je veux dire, quand ils arrivaient au soleil, puis qu'ils fermaient les yeux, puis ils mettaient leurs mains sur les oreilles, puis là, ça m'a renvoyé un miroir. Je me disais, oh mon Dieu, je fais ça moi aussi. Donc, c'est comme si avant, je pouvais pas savoir que j'étais autiste, même si j'avais déjà eu, mettons, même si, mettons, on m'avait fait lire la définition de l'autisme, j'aurais pas pu savoir que j'étais autiste parce que j'en avais pas d'accès à d'autres personnes comme moi. Là. Je pouvais pas dire, ah oui, je suis comme ça, moi, je suis comme ces personnes-là. Non, c'est tout à fait vrai. C'est comme, exemple, t'as une portée de chiot, puis tu mets un chaton dans la portée de chiot, il va pas, il va grandir avec les chiens, fait qu'il va développer un certain, il va imiter le comportement des chiens, mais il va quand même sentir qu'il arrive pas tout à fait, tu sais, ou qu'il y a des besoins différents, tu sais, comme se lécher ou des choses de chat. Mais la journée où il va rencontrer un autre chat pareil à lui, c'est là qu'il va voir que, finalement, crime, c'est vrai qu'on peut se lécher comme ça, ou qu'on peut manger de telle façon, ou ci ou ça. C'est un peu la même chose. Surtout quand c'est comme un handicap qui est invisible, là, tu sais, on peut pas physiquement voir une différence avec les autres, fait que c'est, je pense, plus facile de croire qu'on est pareil comme les autres. C'est vrai. Là, j'aime bien ton exemple des animaux. Un autre problème qu'on voit aussi, c'est que souvent, les personnes autistes qui n'ont pas été diagnostiquées enfants, elles ont eu, par contre, toutes sortes d'autres diagnostics, des diagnostics erronés souvent. C'est-à-dire qu'on va avoir remarqué seulement une partie de leur comportement autistique et on va avoir déduit un trouble précis. Par exemple, on va avoir remarqué qu'ils ont des habitudes très rigides et qui font des mouvements répétitifs. Bon, ben là, on va leur dire, vous avez un trouble obsessif-compulsif. Ils vont avoir de la difficulté à manger. Par exemple, il va falloir qu'ils mangent toutes les patates avant, puis après ça, juste les carottes, puis après ça, ou il faut que tout dans l'assiette soit orange, ou... Bon, et là, on va dire, ou ils n'arrivent pas à manger telle texture, et là, on va dire, vous avez un trouble alimentaire, parce qu'on a juste focusé sur, on a juste vu cet aspect-là. Et ça, vous allez rire, mais moi, ça fait 2 personnes autistes qui me disent ça. Ils sont entrés dans le bureau du psychiatre, et là, le psychiatre leur a demandé, entendez-vous des voix? Et la personne autiste faisant une interprétation littérale de ce qui est dit, puis ayant une ouïe particulièrement bonne, entend les gens parler dans le corridor, donc elle va dire oui, j'entends des voix. Mais en fait,
Elle entend pas plus de voix que le psychiatre, mais là, elle a un diagnostic de schizophrénie juste sur la base de ça, et ça fait 2 personnes autistes qui me disent ça. Des troubles de personnalité, combien de fois on entend et tantôt, on va parler de comment ça peut être difficile de développer son identité quand tu es autiste. Donc, souvent, on va nous attribuer un trouble de personnalité limite parce que ton identité n'est pas bien développée, puis en plus, tu fais des crises. Donc là, tu as sûrement un trouble de personnalité limite, et les hommes, souvent, on va leur dire qu'ils sont un trouble narcissique parce que il pense juste à lui, il fait toujours tout à sa manière en fonction de lui. Mais encore là, on focus juste sur cet aspect-là et on va pas voir pourquoi la personne autiste fait des crises ou pourquoi la personne autiste va juste faire les choses à sa manière. Oui, puis même des fois, en fait, c'est le contraire. T'auras pas de diagnostic. Moi, c'est ça qui s'est passé. En réalité, j'ai été, depuis, même quand j'avais 18-19 ans, j'en parlais à mon médecin, mais j'avais pas le bon vocabulaire pour utiliser. Moi, je parlais juste du sentiment de différence en termes de pensée, de réflexion, de valeur. Là, je nommais, mettons, pourquoi que la société fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis, pour moi, c'était l'élément le plus important. Je parlais pas de mes hypersensibilités ou de mes difficultés de mémorisation ou de ça. Moi, c'était l'élément que j'exprimais. Fait que ce qui en a conclu, c'était que je vivais les pressions de la société. OK, ouais. Fait qu'il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait rien à faire, il fallait que je me détende. OK. Ben, ça, c'était à 18 ans, puis j'ai eu mon diagnostic à 33 ans, mais à chaque année, j'y répétais la même affaire, là. Ils savaient même pas où me diriger, ni vers quel professionnel me diriger. Fait que c'est aussi comme un revers de la médaille. Oui, en effet, c'est ça. Si toi, tu n'es pas capable de nommer précisément toutes les bonnes choses, ce que tu vis, tes difficultés, etc., et qu'en plus, le médecin ne les voit pas parce que, bon, il ne te voit pas très souvent, puis si en plus tu camoufles, ben il s'en rend pas compte. Là. Effectivement, ça peut mener à aucun diagnostic alors que tu aurais besoin d'aide, là, puis à recevoir aucune aide, parce qu'en fait, il y a un mauvais et un bon côté, c'est-à-dire que si tu as un diagnostic erroné, tu vas avoir de l'aide, mais là, c'est pas de l'aide appropriée. Fait que là, est-ce que c'est vraiment de l'aide? Puis si tu n'as pas de diagnostic du tout, ben là, tu as zéro aide. C'est tout un débat, là, cette question-là. Mais effectivement, ça prendrait des meilleurs outils de diagnostic, là. Un autre point qu'on avait noté, c'est on voit souvent que la personne elle va développer une faible estime de soi. Par exemple, moi, j'étais convaincue que c'était juste parce que je me forçais pas assez, que je réussissais pas à être comme les autres. Donc, ben, je me disais juste que j'étais une pas bonne, j'étais juste une personne qui se force pas. On peut aussi avoir des épuisements. Moi, j'ai fait un burn-out que je sais maintenant que c'est un burn-out autistique, mais à l'époque, je ne savais pas. Mais c'est comme ça que j'ai eu mon diagnostic. On peut faire des dépressions aussi parce que si tu es tout le temps une mauvaise estime de soi, tu réussis jamais rien, tu échoues tout ce que tu essaies, tu es rejeté en plus, ça peut facilement mener à une dépression. Oui, moi, je voulais ajouter justement sur les échecs qu'on rencontre. Puis comment que les autres nous perçoivent. Comme moi, je suis une personne de projet créatif, fait que j'ai tout le temps eu tout plein d'idées, puis je me lançais soit dans des retours aux études, ou je voulais partir telle entreprise, ou faire telle affaire, fait que tu sais, j'ai essayé quand même de faire plusieurs choses dans ma vie, mais j'y arrivais pas. En fait, souvent, ça prenait plus qu'une année, là, faire ce projet-là. Puis ben, depuis que j'ai 18 ans, je fais un épuisement artistique à chaque année. Ça fait que je finissais toujours par lâcher ce que je faisais. Puis, en fait, maintenant, quand je débute quelque chose, mon entourage me dit « J'espère que tu lâcheras pas cette fois-ci. » Puis ça, c'est fréquent. On voit ça souvent chez les personnes autistes qui ont essayé plein de choses, puis il n'y a rien qu'à fonctionner. Je pars déjà avec pas de ressources positives. C'est bon, ben quand est-ce que je vais échouer cette fois-là? Tu sais, ça ressemble à ça. Ça fait que, ben, c'est important de mieux se connaître, justement. Après ça, tu peux prendre soin de toi, faire des pauses quand il faut, puis au moins, tu as plus de chances de mener à terme ce que tu fais. Ça peut mener aussi que nos forces soient sous-utilisées. On a beaucoup parlé là, jusqu'à maintenant des difficultés, mais on a aussi des forces. Chaque humain a des forces. Mais par contre, si tu es tout le temps en épuisement à cause de tes difficultés, tes incapacités qui ne sont pas palliées, et que tu es perçu comme pas capable, nul, peu importe, parce que tu n'as pas de diagnostic, donc tu n'as pas d'accommodement, il n'y a pas d'adaptation qui sont faites dans ta vie, ça se peut que tu vas jamais réussir aussi parce que tes forces sont pas utilisées, tu sais, parce que peut-être que si tes forces avaient été utilisées, ça aurait pu aider à compenser. Tout à fait. Comme un exemple d'avant puis d'après que moi j'ai, c'est, ben, tu sais, j'ai aussi un diagnostic de TDAH, ça fait que moi, une des choses qui fait que je mène jamais à terme, c'est que, là, mettons, je vais avoir un gros projet qui va prendre beaucoup de temps. Donc, mais mon TDAH me demande plein de petits projets de changement, tu sais, de changer de un à l'autre. Fait que souvent, je vais me dire, regarde, je vais écrire un roman sur tel sujet, mais au fil de mon écriture, je vais avoir 10 autres idées de romans, fait que je vais toutes les lâcher un après l'autre. Je vais avoir 10 romans de commencer au chapitre 4, mais pas un fini. Fait que ça, c'est moi. Mais maintenant que je le sais,
Ben, je me trouve un sujet principal, comme là, tu sais, exemple, dans ce cas-ci, mettons, j'aime beaucoup la cause de l'autisme, mais je me mets plein de petits projets en lien avec mon projet principal. Fait que je peux passer d'un à l'autre. Fait que j'écoute mes deux parties, si on veut, comme plus ma partie autiste qui veut plus être en profondeur dans les détails d'un sujet, mais aussi mon côté TDAH, comme ça, passer d'un sujet à l'autre. Fait que ça me fait que là, je mène des projets à terme. Puis ben, j'ai plus de succès, fait que mon estime de moi aussi augmente par le fait même. En effet. On l'a dit brièvement, mais je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un point spécifiquement là-dessus. Tout le développement de l'identité accuse un retard important quand tu n'as pas ton diagnostic. Moi, je sais bien que j'ai passé ma vie à masquer. En fait, ce que je faisais, bon, j'en parle dans mon livre, hein, moi, je considère qu'il y a deux types d'autistes, le caméléon puis l'hippopotame. L'hippopotame, c'est l'autiste qui va dire non, moi, le bruit me dérange trop, j'y vais pas. Allez-y, vous autres, à telle place, moi, j'y vais pas. Ou si on lui dit, ben, tu devrais être capable de faire ça, il dit, ben, je suis pas capable, point barre, puis ça finit là, ça fait pas ton affaire, va-t'en, moi, je suis pas capable. Et il y a l'autiste caméléon. L'autiste caméléon, lui, il va dire oh mon Dieu, je blesse les gens par mon comportement ou les gens, je réponds pas à leurs attentes. Il faut que je réponde à leurs attentes. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se bâtir un personnage qui est capable de répondre aux besoins des personnes neurotypiques, personnes donc non autistes qui l'entourent. Fait que moi, par exemple, je voyais que les gens avaient besoin que je leur dise tout le temps des bons commentaires quand ils posaient des questions. Donc, parce que dès que je disais un commentaire, juste que je voulais constructif, mais c'était perçu négatif, puis là, la personne pleurait. Bon, ben là, OK, donc je dois dire tout le temps juste des commentaires positifs, etc. Ça, c'est juste un exemple, mais autrement dit, je m'étais bâti un personnage et moi, j'étais dans le domaine des affaires, donc j'avais regardé des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires, comment ils se comportaient. Puis j'imitais carrément autant la manière dont ils parlaient, le vocabulaire qu'ils utilisaient, la manière qu'ils s'habillaient, les loisirs qu'ils avaient. Donc j'avais carrément un personnage de femme d'affaires, mais qui passait très bien, mais qui était juste un personnage. Hein. Non, tout à fait. Puis justement, à jouer des personnages comme ça ou à juste répondre ce qu'on sait que l'autre veut qu'on réponde, là, si on veut. Fait que dans le fond, ben, comme exemple dans les intérêts, comme quand j'étais plus jeune, exemple des intérêts, ben là, je savais que mon amie X, elle aimait tel sport, aller jouer au soccer. Puis là, ça me demandait qu'est-ce que je voulais faire, j'allais dire on va jouer au soccer, tu sais, parce que, tu sais, j'y dirais pas on va aller trier des petites cartes en ordre dans le coin, là, parce que je suis pas sûre qu'elle m'aurait rappelé le lendemain. Fait que, tu sais, je disais qu'est-ce qu'il fallait, mais tu sais, ça fait que moi, j'ai jamais su quels étaient vraiment les intérêts qui me ressourçaient ou que, tu sais, qui m'ont donné de l'énergie ou que j'aimais vraiment que je pouvais faire des heures. Fait que ça, c'est un exemple, entre autres, d'un impact que t'as, parce qu'en réalité, après cet exemple que là, moi, j'arrête de voir cette personne-là, mais que j'ai une nouvelle amie. Ben là, moi, je peux pas lui proposer à celle-là de jouer au soccer parce que peut-être qu'elle aimera pas ça, mais moi, je ne sais pas plus qu'est-ce que moi j'aime parce que j'ai jamais fait. Fait que là, je vais attendre d'essayer de comprendre un peu c'est quoi qu'elle aime pour essayer de proposer quelque chose dans ses goûts à elle, tu sais. Oui, exactement. J'ai vécu la même chose. C'est ça qui est intéressant aussi quand on finit par rencontrer des personnalités, c'est qu'on voit là, que, OK, il n'y a pas juste moi qui ai vécu ça. Bon, après, à un moment, c'est ça, on l'a dit, hein, il finit par arriver un événement qui dépasse notre capacité d'adaptation et là, ça crache. Il y a soit un problème de santé mentale ou juste on n'arrive plus à faire notre emploi ou nous occuper de notre maison, peu importe. Et là, on obtient finalement un diagnostic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des changements. Et les gens autour de nous, que ce soit les collègues de travail, que ce soit les collègues d'école si on est à l'école, le professeur, que ce soit mon conjoint, ma conjointe, les frères, les sœurs, les parents, tout le monde autour de nous est vraiment surpris et se demande pourquoi tout d'un coup il y a tous ces changements. Ben, tu as juste eu un diagnostic. Donc, on va vous expliquer pourquoi tout d'un coup il y a tous ces changements-là et pourquoi c'est important qu'il y ait ces changements-là et que c'est positif pour la personne autiste. Mais avant de dire ça, par contre, il y a quelque chose que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas noté, c'est que tu disais tantôt, tu sais, est-ce que ça a été positif d'avoir un diagnostic? Moi, dans mon cas, ça a été extrêmement positif parce que je venais de vivre un burn-out et tout. Et donc, ça m'a enfin expliqué ma vie, toutes mes difficultés. Ça m'a enfin permis d'avoir des repères et rencontrer des gens comme moi. Pour moi, ça a été pratiquement juste du positif. C'est sûr que j'ai vécu j'ai eu à faire un certain deuil du fait que, mais comment ça se fait que ça n'a pas été vu avant, puis j'ai pas eu d'aide, puis il y a un certain deuil à faire de ça, là, toutes ces années perdues. Mais en même temps, je veux dire, c'était juste du positif pratiquement. Mais j'ai parlé avec d'autres personnes autistes pour qui ça a été très difficile, l'annonce du diagnostic, qui, par exemple, c'est des personnes, par exemple, qui, dans leur famille, tu sais, toute la notion de handicap, c'était vu très, très, très négativement. Donc là, en devenant une personne handicapée ou en situation de handicap, tout d'un coup, c'est comme si tu deviens un moins que rien, puis là, c'est très difficile à accepter.
ou toutes sortes d'autres situations là, qui peuvent faire que ça peut être très difficile d'accepter d'avoir le diagnostic, là. Tu sais, un peu comme, mettons, si t'es une personne gay, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis, non, non, moi, je suis gay, là, mais que dans ta famille, tout le monde est homophobe, ben ça se peut que ça va être difficile à accepter, là, tu sais, un peu dans ce... pour vous faire une analogie que tout le monde peut comprendre, là. Non, tout à fait. Moi, ça a été positif, mais ça a surtout été obligatoire parce qu'en réalité, c'est vraiment, j'allais chercher un diagnostic parce que j'avais l'impression que j'avais de la difficulté avec mes enfants, puis ça, tu peux pas faire une pause ou les retirer de ton environnement. J'avais pas le choix de le traiter là, puis d'aller chercher justement du soutien ou des conseils ou d'essayer de comprendre pourquoi, que tout à coup, alors que j'arrivais à faire tout dans ma vie, là, j'étais tout d'un coup plus capable de travailler, plus capable d'aller faire l'épicerie, plus capable de... Tu sais, je suis une personne qui a une bonne empathie, généralement, je suis capable de m'ajuster aux autres, mais là, j'étais pas capable de m'ajuster aux besoins de mes enfants, ou, tu sais, ça venait aussi remettre tu sais, toutes mes valeurs, puis puis j'arrivais plus, en fait, à avoir l'énergie nécessaire pour... Je savais plus comment prioriser toutes ces obligations-là dans une journée. Je savais pas où couper. Fait que c'était vraiment quelque chose d'obligatoire parce qu'en fait, j'étais quasiment plus fonctionnelle, là, en soi, dans tous les domaines de ma vie. Ouais, c'est un très bon exemple que tu donnes aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça, en effet, là. Sinon, il peut aussi avoir, tu sais, le deuil d'une personne proche qui palliait à ton manque d'autonomie. Puis que si elle disparaît, là, tu te rends compte tout à coup que ah non, c'est vrai. Ben là, mettons que la personne la conduisait pour toi, puis là, et puis là. Puis là, tu dis, ben là, je vais apprendre à conduire parce que, tu sais, il faut que je continue à faire mes petites commissions. Mais que tu y arrives pas parce que, coudonc, tu y aurais même pas arrivé non plus à 16 ans, mais tu l'as jamais su parce que t'as jamais eu, toi, à être autonome dans ton déplacement. Puis là, tu l'apprends là. Ben là, ça se peut que ça t'oblige à aller chercher un diagnostic parce que, ben là, tu vas te dire pourquoi moi, je suis pas capable. Tu sais, puis là, c'est au moins après ça, tu vas être capable de t'expliquer un petit peu plus tes limites, là. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qui change après qu'on a eu un diagnostic? Ben, moi, la première chose que j'ai constatée, c'est que tout d'un coup, j'avais des concepts, puis des mots, de la terminologie. J'arrêtais de croire aux généralisations, hein, puis au déni de ma réalité, c'est-à-dire, ça s'appelle des anomalies sensorielles. Ah, j'ai des hypersensibilités, puis j'ai des hyposensibilités. Ah, regardons ça, c'est possible. J'ai tel déficit cognitif, tel autre, tel autre, tel autre. Ah bon, ok, donc là, je pouvais nommer et je pouvais croire ce qui m'arrivait. Et aussi, je pouvais demander des accommodements parce que là, maintenant, je savais que j'avais ces difficultés-là, j'étais capable de les nommer et je savais aussi qu'on peut demander des accommodements. Tout à fait. Puis ça te déculpabilise aussi. Mm-hmm. Dans mon cas, moi, j'étais là, bon, OK, fait que c'est pas juste que ça me tente pas d'être parent ou que je suis pas un bon parent ou que, tu sais, il y a vraiment des raisons à ça. Puis il existe aussi, des stratégies ou des outils ou, tu sais, je veux dire, il y a du soutien des professionnels aussi. Fait que ça donne une lueur d'espoir aussi parce que là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, moi, tout seul, pour régler ça, mais finalement, écoute, soit tu peux aller dans des groupes de parents, justement, qui parlent ensemble, tu sais, de personnes autistes, là. Fait que là, les conseils deviennent concrets puis pertinents, là. T'as des professionnels de la santé, justement, surtout quand ça a le lien avec les familles, puis ils sont vraiment là, d'habitude, là, pour t'outiller dans ton quotidien chez toi. Puis, en fait, ça permet aussi de l'expliquer aux proches. Comme moi, j'ai un conjoint, le papa des enfants, il a bien fallu que j'y dise quelque chose à un moment donné. Parce que quand que j'étais enceinte, c'est pas du tout l'image quand on avait des discussions sur comment qu'on allait vivre notre première année parent, ou c'était pas du tout comme ça, tu sais, que je parlais de la routine du dodo, puis dans ma tête, c'était beau, c'était le fun, tu sais, puis là, je suis pas capable, OK, mais comme... fait que, tu sais, là, ça a permis vraiment de me comprendre puis d'expliquer, là. Oui, effectivement, c'est vrai, pas juste aux professionnels, mais à ton entourage aussi, d'être capable d'expliquer ce que tu vis. Aussi, moi, la deuxième chose que j'ai vécue, c'est enfin d'avoir des gens comme moi, donc rencontrer les autres personnes autistes, m'inscrire dans des groupes, comme tu disais. Moi aussi, je me suis inscrite rapidement dans plusieurs groupes sur Internet. Je me suis fait des correspondants un peu partout dans le monde autistes. Et là, les gens me croyaient quand je racontais des choses. Puis quand je racontais tout ce que j'avais vécu, les gens me disaient, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis c'était la première fois que des gens me disaient moi aussi, puis que c'était vrai, là, tu sais, je veux dire que c'était pas juste moi aussi j'ai de la difficulté avec le bruit. Non, non, eux autres aussi ils disaient moi aussi quand j'arrivais, je pleurais dans le coin pendant 2 heures après le travail. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment moi aussi, là. Puis ils t'expliquent, tu sais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour nous, puis que, tu sais, puis là, en plus, ils te donnent de l'information, là, tu sais, ils font pas juste dire moi aussi, ils ont de quoi de concret à t'expliquer. Tu sais, avant, les autres, ils disaient moi aussi, mais ils étaient pas capables d'expliquer, tu sais,
Ouais, là, ils ont commencé à me dire, ah, ben, tu sais-tu que ça s'appelle un effondrement autistique? Puis je dis, ben, ça, c'est quoi ça, un effondrement autistique? Et là, j'ai été lire là-dessus. Effectivement, c'est ça te donne vraiment de l'information aussi. Ça m'a permis aussi, dans mon cas, d'analyser le passé avec une nouvelle vision. Donc, par exemple, moi, j'avais beaucoup de traumatismes sociaux. J'étais rendue que je voulais plus vraiment voir des gens, en fait, parce que j'avais vécu beaucoup d'intimidation à l'école, énormément, là, très, très violent. J'avais aussi intégré que je suis une méchante personne parce qu'on me disait, ben, tu sais, t'as pas de tact, tu dis des affaires méchantes. Comme je disais tantôt, par exemple, ben, ça se peut, mettons, qu'on me demande est-ce que ma coupe de cheveux me va bien? Puis moi, je répondais juste, je pensais que c'était une vraie question. Je pensais pas que la personne, c'était une question juste pour hausser son estime de soi. Moi, je pensais que c'était une vraie question factuelle. Est-ce que ça me va bien ou pas, tu sais? Bon, ou est-ce que mon projet, tu penses qu'il peut marcher au travail? Moi, j'étais consultante, donc on me posait tout le temps des questions de ce genre-là. Est-ce que tu penses que c'est réaliste, tel projet? Puis je pensais que c'était une vraie question, mais finalement, non, il voulait juste se faire dire oui. Donc, c'est ça, j'étais toujours perçue comme méchante. On me le disait. Et donc, moi-même, j'avais intégré ça, que j'étais une personne méchante, là. Alors que je voulais être gentille, je voulais être bonne, je voulais être, tu sais, je voulais pas être une personne méchante, donc c'était dur pour moi. Mais donc, ça m'a permis de réanalyser mon passé, de me rendre compte, non, c'est pas parce que j'étais fondamentalement méchante, c'est juste que j'avais pas de connaissances en psychologie, en sociologie, et personne ne m'expliquait, même quand je demandais, donc j'ai jamais pu apprendre. Mais c'est ça, j'avais carrément des traumatismes sociaux sévères, là. Non, exactement. Puis même que, tu sais, des fois, c'est des choses que tu n'as jamais osé parler à d'autres gens parce que tu voyais tellement que c'était quelque chose de mésadapté ou, tu sais, méchant ou justement que tu disais, hey, je peux pas parler de ça à quelqu'un, là, crime, de quoi je vais avoir l'air, tu sais, comme l'exemple que je donne, moi, quand j'étais au primaire, tu sais, quand que j'étais avec, mettons, 2, 3 de mes amis, c'est toutes mes amies, mais quand on se réunissait, mettons, à 4, tu sais, moi, j'avais comme un système de pointage, là, bon, tu sais, pour analyser les bons puis les mauvais coups, puis là, laquelle qui est le plus mon ami, puis tout ça, puis tu sais, on dirait que je le savais au fond de moi que c'était pas correct, comme, parce que je me disais, ben voyons, c'est comme du chantage ou des choses comme ça, ou tu sais, une couple d'années après, c'est ce que je me disais quand je me revoyais. Puis en même temps, je me disais d'un autre bord, ben voyons, c'est pas moi ça, parce que je suis une personne super gentille, bienveillante, empathique, tu sais, je veux le bien de toutes mes amies. Là, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai compris, tu sais, des fois, je comprends pas les rôles sociaux, tu sais, je comprends pas d'autres types de modes de pensée ou de logique, ou souvent, justement, quand que j'avais une amie qui venait se confier d'un problème, elle me dit, mais voyons, mais pourquoi qu'elle trouve pas, tu sais, pourquoi qu'elle fait pas telle solution? Ah Il me oui. semble que c'est simple. Puis là, tu sais, si je lui demandais, pourquoi est-ce que t'as pas pensé à faire ça? Puis là, genre, tu sais, je fisquais la personne, parce que c'est pas, elle, dans sa manière, dans sa logique de pensée, t'es pas soit pas rendue là ou c'était pas que, elle voulait juste, exemple, une sympathie de la situation, des choses comme ça. Fait que là, ça me reportait, ben, j'étais une mauvaise personne parce que j'ai pas été assez empathique ou des choses comme ça. Fait que ça permet justement de mieux comprendre aussi ces aspects-là. C'est tellement vrai. Un autre phénomène qu'on voit souvent, c'est, suite à un diagnostic, c'est que la personne autiste, elle va lire justement sur l'autisme, elle va découvrir qu'elle avait une naïveté sociale, elle va découvrir qu'elle ne percevait pas les comportements violents comme étant violents. Donc, ça se peut, par exemple, qu'elle avait un conjoint ou une conjointe qui faisait de la violence, des parents qui faisaient de la violence. Ça se peut que elle avait un patron ou des collègues extrêmement abusifs. Ça se peut que elle avait des supposés amis qui étaient en fait seulement là pour profiter, par exemple, de sa voiture ou de son argent ou un de ses talents. Par exemple, moi, j'avais plein d'amis parce que je réparais leurs ordinateurs. Quand j'ai arrêté de réparer leurs ordinateurs, ils n'étaient plus mes amis, tu sais. Donc, mais je réalisais pas. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment mes amis parce que vu que j'avais pas assez d'habileté sociale, je réalisais même pas qui me contactaient seulement quand leurs ordinateurs étaient brisés. Alors, je pensais que c'était mes amis. En plus, quand c'est ton intérêt, tu te dis, ah, c'est le fun! Ouais, c'était pas vraiment mon intérêt, mais j'avais une facilité dans ça, j'avais une habileté, donc c'était quand même facile. Donc ça, c'est un autre gros problème, c'est que souvent, là, une fois que tu t'es aperçu que des personnes ont des comportements abusifs, bien forcément, tu vas vouloir les enlever de ta vie une fois que tu as ton diagnostic. Puis il y a aussi tout un autre aspect que tu as nommé, le fait comme je disais tantôt, moi je croyais que j'étais une mauvaise personne. Je sais pas si tu veux élaborer sur ce sujet-là. Là. Ben, en fait, c'est qu'on devient plus tolérante au comportement des autres parce que on a nous-mêmes des comportements qui sont considérés comme mésadaptés ou méchants ou, tu sais, peu importe. Par exemple, moi, je fais un meltdown, fait que là, j'ai l'impression, tu sais, les gens ont l'impression que je fais une crise ou que j'exprime mes émotions à tout va, comme ça, sans aucune retenue. Fait qu'après ça, ils ont l'impression que ça leur donne
le droit de le faire eux aussi. Donc, eux, c'est pas un meltdown nécessairement. Eux autres, ils sont pas contents parce que, mettons, j'ai pas sorti la poubelle. Fait que là, il va rentrer, puis là, il va donner un coup de poing sur la table. Puis là, parce que lui aussi, il a le droit d'exprimer ses émotions haut et fort comme ça. Parce qu'il a l'impression que c'est ça que moi que je fais. Fait que là, moi, je me dis, ben, coudonc, tu sais, il est assez gentil pour tolérer les miens. Je vais être assez gentil pour tolérer les siens, tu sais. Mais moi, c'est vraiment à cause d'anomalies sensorielles ou du traitement de l'information qui cause tous ces effondrements. C'est que là, c'est pas dans le but de faire du chantage ou de la manipulation ou de mauvaise gestion de ses émotions ou de, tu sais, puis ça l'escaladera pas, là, tu sais, de plus en plus à d'autres niveaux. Fait que ça fait en sorte que tu tolères puis que tu acceptes des comportements ou des personnes que tu devrais pas, là, en fait. Ben, c'est parce que tu penses qu'eux autres, moi en tout cas, je vais dire parler pour moi, mais je pensais, puis j'avais plein de gens autour de moi, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, qui avaient des comportements abusifs, mais avant mon diagnostic, je pensais que eux aussi vivaient des effondrements, même si je savais pas que c'était des effondrements à l'époque, mais je veux dire, j'avais des moments où j'étais dépassée, puis je pensais, eux autres aussi, c'est parce qu'ils ont des moments comme ça. Donc, puis comme j'étais naïve socialement, ben je comprenais pas le principe de la manipulation, donc je comprenais pas que c'était eux qui faisaient de la manipulation. Je comprenais pas que eux, c'était pas une perte de contrôle, c'était une prise de contrôle. J'ai compris ça seulement quand en fait, même pas au moment où j'ai eu mon diagnostic, mais plus tard, comme 2 ans plus tard, j'étais au cégep et là, j'étais en technique d'éducation spécialisée. J'ai eu des cours de psychologie, de communication et tout. Et là, on a expliqué ce phénomène-là, tu sais, de la prise de contrôle dans les accès de colère. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un gros ménage dans mon entourage. Sinon, ben, un autre exemple là, de choses qu'on peut finir par être plus tolérant ou supporter alors que ça devrait pas, c'est sans nécessairement être de la colère. Ça peut être, par exemple, au niveau de nos capacités qu'on est capable, en termes d'énergie, que notre énergie est limitée versus ben, pas la lâcheté ou des autres. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Donc, par exemple, si moi, j'avais, mettons, je m'étais programmé 4 tâches à faire dans la journée, puis qu'après 1 ou 2 tâches, ben, je me rends compte que mon énergie ben, est pas mal limitée là si je veux pas m'en aller vers un effondrement. Ben moi, aujourd'hui, maintenant que je me connais, ben, je vais arrêter là, puis je vais mettre à plus tard demain ou à plus tard dans la semaine le reste. Ce qui peut m'amener, en fait, à tolérer, exemple, que je sais pas, moi, je fréquente une personne ou je vis avec une personne qui avait les mêmes tendances que moi. Sauf que lui, c'est pas une personne autiste. Lui, mettons, il pourrait juste pas faire les choses qu'il s'est mis parce qu'exemple, il a tendance à procrastiner tout simplement et pas, comment dire, pas mettre en pratique des outils pour s'organiser mieux dans son quotidien, par exemple. Fait qu'à ce moment-ci, moi, je vais dire, ben, tu sais, je vais supporter que telle personne, elle fasse jamais, exemple, elle sorte jamais les poubelles dehors, puis qu'elle les laisse sur le bord du chemin. Je vais comprendre ça, pauvre petit, tu sais, puis je vais les sortir à sa place, puis puis je finis par faire beaucoup de choses. À la place des autres en me disant qu'ils doivent avoir les mêmes raisons que moi. C'est ce que je me disais avant le diagnostic. Fait que, tu sais, comme question d'entraide, de coopération, ben, tu sais, je me disais, ils sont comme moi et tout. Mais l'affaire, c'est que moi, j'étais à la recherche d'outils pour m'améliorer. Chose que j'ai acquérie, puis qu'aujourd'hui, je suis mieux organisée pour mes démarches et autres tâches que j'ai à faire dans ma journée. Mais ça fait en sorte que tu tolères une personne qui, elle, peut ne jamais changer non plus. Ouais, exact. Une personne, mettons, qui peut-être a ses propres déficiences ou des traumatismes ou, tu sais, elle a peut-être des bonnes raisons pour pas réussir, elle non plus, à être suffisamment efficace ou fonctionnelle ou peu importe. Mais ça reste que, comme tu dis, si la personne ne va pas chercher de l'aide ou peu importe, moi, j'ai vu ça souvent au travail. Tu sais, c'est pas seulement dans la vie privée. Au travail, ça m'intéresse aussi souvent que mettons, moi, je me mettais, c'est ça, à faire les tâches des autres parce que je dis, pauvre lui, il n'est pas capable de faire ça. Mais en réalité, la personne a voulu juste en faire le moins possible, mais elle me disait qu'elle n'était pas capable parce qu'elle savait que moi, il y avait des choses que je n'étais pas capable. Elle se disait, elle va comprendre, c'était de la manipulation, en fin de compte. Mais moi, je voyais même pas la manipulation. Je pensais, ça doit être comme moi, il n'est pas capable. Sauf que moi, cette tâche-là, j'étais capable de la faire, fait que je la prenais. Sauf que là, tout le monde faisait ça parce que les autres, ils voyaient, apprends les tâches, apprends les tâches, apprends les tâches. Mais en fin de compte, finalement, je faisais plus de tâches que tout le monde, puis je m'épuisais tout le temps. Puis moi, les affaires que j'avais besoin d'aide, c'était tout le temps « Ah non, 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 on t'aidera pas », tu sais. Fait que finalement, il n'y avait jamais de retour du balancier. Moi, une autre chose qui m'est arrivée un peu en lien avec ça aussi, c'est que mon entourage, je me croyais pas. Donc, j'essayais de dénoncer des abus. Mais comme j'étais perçue comme une mauvaise personne, j'étais perçue comme l'abuseur. Donc, je pouvais pas avoir été abusée. J'étais forcément l'abuseur vu que j'étais une mauvaise personne, entre gros guillemets.
Et aussi, ben, les personnes qui abusaient de moi, c'était tout le temps des personnes très habiles socialement. Donc, elles avaient de la facilité à convaincre les autres, puis à manipuler l'opinion générale. Puis elles jouaient là-dessus, sur le fait que j'étais perçue comme une mauvaise personne. Autrement dit, elles en mettaient plus que le client demande. Puis un point que tu as dit aussi quand on jasait, c'est que c'est peut-être que ces abuseurs-là aussi avaient plus le même vécu que les personnes qui m'avaient abusé. Donc, les personnes pouvaient plus s'identifier à l'abuseur qu'à moi. Je sais pas si tu voulais tu l'expliquais mieux que moi, je pense. Là. Je pense que tu disais comme qu'eux autres, ils vivent plus les mêmes expériences, mettons, ou... Oui, par rapport au rôle, par exemple, si une personne mettons, un comportement de défense X, ça va être mieux accepté que si, exemple, nous, on se défend par rapport à une anomalie sensorielle. Parce que c'est ça, en fait, si moi, moi, mettons que on me force toujours à faire des choses qui dépassent mes capacités au niveau sensoriel et qu'en plus, on me culpabilise de ça, donc ça devient de la violence psychologique, mais ça ne sera pas perçu comme étant de la violence psychologique parce que les autres vont s'identifier à l'autre personne puis vont dire, ben oui, mais c'est toi qui es pas fine, tu veux pas aller aux fêtes de famille avec ton conjoint parce que là, mais c'est toi qui es pas fine de pas vouloir aller aux fêtes de famille, tu sais, donc ils vont dire, voyons, c'est pas dur le bruit aux fêtes de famille ou c'est pas dur toutes les communications sociales, c'est merveilleux et donc ils vont se sentir solidaire et avoir de la sympathie et de l'empathie pour mon pauvre conjoint qui peut pas aller aux fêtes de famille à cause de moi ou qui doit y aller seul si je ne suis pas là. Puis là, qu'est-ce que les autres vont en penser? Donc, c'est dur pour la personne de s'identifier à mon vécu, à moi, qui est que si je vais à la fête de famille, je vais être un mois de temps à terre après. Là. Ouais, puis il y a aussi, ben, t'es perçu comme une mauvaise personne, mais aussi les gens peuvent se dire, c'est quand ton entourage ne croit pas, ah, cette personne-là, elle comprend juste pas. Mm-hmm. Des fois, elle comprend pas les choses sociales, ou elle a pas compris le sous-entendu que ça voulait dire, ça voulait sûrement pas dire ça, tu sais, en fait. Puis on sait que les personnes autistes comprennent pas, ça fait que probablement que c'est juste un malentendu, mais tu sais, en réalité, ben moi, j'aurais un super bon exemple Vas-y! avec ça. Tu sais, l'intervenant qui me flirtait, bien, on me disait tout le temps, c'est sûrement, chaque fois que j'ai essayé de faire des plaintes, ben c'est sûrement juste parce que tu comprends pas, ça se peut pas que ce soit arrivé. Et le problème, c'est que malheureusement, il y avait eu plein de témoins de ses collègues, entre autres de travail, qui m'avaient dit à moi-même que qui m'avaient dit, tu devrais aller porter plainte, c'est évident qu'il te flirte, il n'a pas le droit de te flirter, est-ce que tu comprends, tu devrais aller porter plainte. Sauf que quand c'est venu le temps de témoigner, ils ne voulaient pas témoigner parce qu'ils savaient que la personne était abusive, l'intervenant était abusif, donc ils avaient peur qu'il y ait une vengeance sur eux, donc ils n'ont rien dit. Et moi, on m'a pas cru parce que c'est ça, on m'a dit, ah, t'as sûrement mal interprété, c'était sûrement pas du flirt. Puis là, je disais, oui, mais écoute, un tel, ses collègues m'ont dit que c'est qu'il me flirte puis que je devrais porter plainte. Puis, sauf que c'est ça, quand c'est venu le temps de parler, ben les gens n'ont pas parlé. Donc, et effectivement, une enseignante qui me refusait mes accommodements et qui m'a carrément dit, ben si tu as besoin d'accommodement, tu devrais retourner chez toi, tu devrais pas être à l'école. Sauf que quand j'ai voulu dénoncer ça, parce que j'avais besoin de des accommodements, on m'a dit, ben non, elle a dit qu'elle a pas dit ça, puis t'as sûrement mal compris, c'est normal, t'es autiste, tu comprends mal ce qu'on dit, mais je veux dire, comment avoir mal compris si t'as besoin d'accommodement, retourne chez toi, je veux dire, il y a pas d'interprétation à y avoir là, mais on a pris pour acquis que j'avais sûrement mal compris. Bon, donc les personnes autistes vont pouvoir, si on veut résumer ce point-là, après leur diagnostic, puis avoir acquis un peu de connaissances en psychologie, en sociologie, en communication, vont se rendre compte qu'il y avait certaines personnes malsaines dans leur entourage ou carrément abusées et vont vouloir faire du ménage. Donc ça peut être difficile à comprendre pour l'entourage. Donc c'est une des façons qu'on va dire à la personne autiste, t'as donc bien changé depuis ton diagnostic. Un autre point qu'on avait noté, c'est que maintenant que tu sais tes forces, parce qu'une fois que tu obtiens ton diagnostic, tu découvres tes déficiences, tu découvres tes difficultés, mais tu découvres aussi tes forces. Tu apprends à te connaître. Et donc là, maintenant, tu voudrais bien pouvoir les utiliser, tes forces. Est-ce que tu voulais me parler de ce sujet-là, Mélissa? Oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, depuis que j'ai eu mon diagnostic, puis justement, ben, ça passe aussi par la connaissance de soi, là, comme, fait qu'entre autres, ben, justement, tu apprends les forces que tu as, ben, c'est sûr que, mettons, au niveau de l'emploi, je vais rechercher à... Ben là, actuellement, je suis en train d'organiser mon emploi pour, justement, que ce soit mes forces qui soient mises de côté, pas de côté, mais qui soient mises de l'avant, puis que, justement, plus
les tâches qui pourraient mettre de l'avant mes déficits, eux autres, soient limitées et ou, en tout cas, connues ou que j'ai des stratégies là, de mise en place. Ensuite, les intérêts que je fais, ben c'est sûr que j'essaie de faire des intérêts dans lesquels je vais performer, tu sais, que je vais être bonne, puis que ça va être facile, puis que ça sera pas tout le temps des difficultés que je rencontre. Aussi, ben mes forces, ben c'est surtout, en fait, tu sais, je connais un petit peu, genre, mettons, mes types d'intelligence à moi. Ma créativité, justement, c'est... Avant, ma créativité, je la laissais... Je prenais juste ce qui débordait de ma créativité que je contrôlais pas, mais là, je veux dire, je la stimule à tous les jours, là, tu sais, comme je suis dedans. Et après ça, ma manière de me concentrer aussi, je sais comment bien me concentrer, dans quel environnement, puis dans... Fait que je suis capable aussi maintenant de mettre ça à profit. Avant, c'était plutôt aléatoire, là. Je pouvais pas déterminer quand j'étais concentrée ou puis que j'allais donner un bon rendement ou pas. Fait que ça te permet vraiment de... Justement, là, en mettant tes forces de l'avant, bien, ça te permet aussi d'avoir plus de succès puis de réussir ce que tu fais, là. Absolument. Moi, je sais aussi qu'un des gros changements que j'ai fait, c'est que en fait, c'est une décision carrément que j'ai prise. J'ai décidé que je ne voulais plus dépasser mes limites puis me retrouver toujours en épuisement. Ou que ce soit faire des effondrements artistiques tout le temps, être en burn-out artistique. Donc, comment je vais faire pour ne plus dépasser mes limites? Bien, ça veut dire que je vais demander des accommodements. Ça veut aussi dire que je vais simplifier ma vie. Donc, j'ai beaucoup simplifié ma vie. J'ai éliminé des choses qui étaient supposément absolument nécessaires dans la vie, mais qu'en fin de compte, n'étaient pas du tout nécessaires. On a besoin d'air, d'eau, de nourriture, de chaleur, pas gelée. Je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand d'autre chose qui est nécessaire dans la vie. Mais j'avais toutes sortes de choses que je m'étais fait inculquer qui étaient supposément nécessaires, que je faisais. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup simplifié ma vie, mais sauf que là, les gens étaient comme, ben, voyons, encore une fois, t'as changé, mais c'était pas facultatif. Je peux pas continuellement dépasser mes limites, je peux pas continuellement être en épuisement, en dépression, en burn-out, ça n'a pas de sens. Puis tout ça pour amener au fait du début, pourquoi est-ce que la personne a été chercher un diagnostic? C'est parce qu'il y a une situation de sa vie qui a changé. Fait que, je veux dire, ce qu'elle pouvait faire avant, là, elle peut plus. Puis là, avec le diagnostic, bien, ça lui permet de reprendre tout ça en charge correctement, justement, puis entre autres, en éliminant des choses que malheureux... Tu sais, il faut prioriser, comme moi, j'ai eu mon diagnostic, surtout avec des enfants, puis une routine, puis toutes ces obligations-là, j'ai pas le choix de prioriser. Il y a des choses qu'on peut pas éliminer, comme prendre soin de soi, ses enfants, travailler ben, pour payer la maison, puis pour répondre aux besoins des enfants, etc. Il y a des choses que je peux pas retirer, mais il y a d'autres choses que je peux espacer, comme mes relations, la fréquence ou la durée à laquelle que je vois des gens. Ça, j'ai pu le réduire parce que je sais que cette énergie-là que j'accumule, ben, je peux la mettre sur mes enfants ou sur faire un bon souper ou, tu sais, comme... Ensuite, des choses comme ça que tu peux éliminer, mais il y a des choses aussi que j'ai rajoutées, comme des intérêts, parce que ça, je sais que ça me donne de l'énergie. Ou prendre des moments de repos dans le calme, tu sais, justement pour éviter des moments où est-ce que là, tu sais que tu pourras pas t'éliminer du bruit, ben là, tu prends un moment comme ça. Fait que c'est sûr ça peut d'un côté... Dans les deux cas, ça peut sembler être limitant de l'extérieur parce qu'ils n'ont plus accès à tout ce que tu leur offrais avant, si on veut. Oui. Mais de notre côté, ça peut être autant des choses qu'on retire ou qu'on rajoute. Pour nous, c'est pas limitant, en fait. C'est juste pour être bien, là. Oui, en fait, en effet, puis je vais donner un exemple pour faire du chemin sur ce que tu viens de dire. Par exemple, disons que moi, j'ai compris qu'il faut que je prenne du temps pour mes intérêts spécifiques ou juste pour me ressourcer, remplir ma réserve d'énergie physique, sociale, etc. Mais ça se peut, par exemple, que si je suis en couple, mon conjoint va vivre ça comme que je l'abandonne. Tu sais, spécialement, par exemple, disons que mon conjoint, lui, il a déjà une difficulté au niveau de ça. Il y a un traumatisme qui fait que lui, il se sent facilement abandonné. Puis que là, tout d'un coup, je passe plus autant de temps avec par semaine parce que j'ai besoin de, mettons, 2 soirées par semaine toute seule pour juste décompresser. Puis je le savais avant, mais on me disait que ça se pouvait pas, alors je le faisais pas, puis là, je me ramassais en effondrement artistique. Mais là, je dis, OK, je veux plus en faire des effondrements artistiques, alors qu'est-ce que je fais? Je prends mes 2 soirées pour moi, mais là, mon conjoint se sent abandonné, rejeté. Mais en fait, c'est pas que je veux le rejeter, c'est que j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi, pour éviter qu'ensuite je me retrouve en effondrement. Puis c'est ça souvent qu'on va se faire dire, c'est t'as changé, mais en fait, est-ce que j'ai changé? Ben non, hein, j'ai pas changé, c'est que j'ai arrêté de jouer un personnage, je camoufle plus. Tu sais, avant le diagnostic, je faisais semblant d'être une personne neurotypique, alors que maintenant, je m'affiche ouvertement comme je suis, je présente ma personne aux gens, alors qu'avant... Puis là, quand je dis ça, souvent les gens vont me dire « Ah, tout le monde joue des personnages. »
Oui, c'est vrai. Là, par exemple, tout le monde va pas être exactement la même personne dans l'intimité à la maison qu'avec ses collègues au travail. Tu sais, ça se peut que tu vas avoir un peu plus de retenue, par exemple, sur les sujets de discussion au travail ou peu importe, ou que tu vas moins te montrer tes émotions au travail. Mais tu vas pas être complètement une personne qui est différente de ce que tu es fondamentalement. Tu vas être quand même avec des pairs similaires au travail. Aussi. Puis tu peux faire du camouflage, mettons, je sais pas le pourcentage, 15-20 % de ta journée ou de ta semaine, mais pas à 90 % non plus. Là. Exactement, tu sais, parce que même la personne autiste, ça se peut qu'elle camouflait même avec ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, son conjoint, fait que finalement, ça se peut Avec qu'elle elle-même. Avec elle-même, absolument, c'est ça. Parce que tu finis par plus le savoir. C'est comme moi, au niveau de la fatigue, je me suis couchée à 7h30 toute ma vie en me disant que j'étais une personne comme ça, moi, fatiguée tout le temps. Ben, depuis que j'ai fait ces changements-là dans ma vie, ben, je me couche à 10h30, 11h. Fait que c'est tout ce nombre d'heures-là, un bon 3 heures dans ma journée que maintenant j'ai pour moi que j'avais pas avant. Ouais, juste parce que tu étais finalement toujours en épuisement, en fin de compte, avant Exact. ça. Je faisais pas les bonnes choses pour prendre soin de moi. Là. Puis là, ben des fois, l'entourage peut percevoir ça comme que tu cherches une solution facile, c'est-à-dire, ah voilà, c'est de la paresse ou c'est de la facile. La personne veut juste avoir une vie facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des choix qui sont faciles, c'est des choix très difficiles à faire pour la personne autiste. Par exemple, si je le sais, moi, que mon conjoint, il a une tendance à se sentir abandonné facilement, à se sentir rejeté facilement, mais que je sais que j'ai besoin de mes 2 soirées, pensez-vous que ça va être un choix facile à faire? Parce que je sais que même si je lui explique super rationnellement, j'ai telle déficience qui entraîne de la fatigabilité, j'ai besoin de plus d'heures de ces 2 soirées-là pour moi, non, non, non. Je le sais que même si rationnellement il le sait, le comprend, puis mettons même qu'il le croit, OK? Que j'ai ces difficultés-là et que j'ai cette fatigabilité, même s'il le croit et tout, ça reste que lui, au niveau émotif, il n'est pas capable de le gérer. Donc, je le sais que même en l'expliquant, puis que tout le monde est d'accord que c'est ça reste que ça va le blesser, puis ça reste que ça risque de compromettre mon couple. Donc, est-ce que ça va être un choix facile? Non. Mais en même temps, si je continue de vivre toujours des effondrements psychiques, de me retrouver toujours en burn-out ou en dépression, d'avoir toujours une faible estime de moi, de ne pas savoir qui je suis, est-ce que c'est plus acceptable? Ben, voyez-vous à quel point c'est un choix difficile? Est-ce que je veux vivre une rupture de couple ou est-ce que je veux avoir le droit d'avoir un minimum de qualité de vie? C'est très difficile à faire comme choix. Et ça peut être la même chose au niveau des amis. Je vous disais tantôt, j'avais plein de faux amis, puis qui en fait abusaient, ben, qu'il a fallu que je les élimine. Mais c'est pas évident là, de débarrasser de tes amis, entre guillemets, qui sont pas vraiment des amis, mais alors que tes déficiences, tes difficultés font que tu as de la difficulté à faire des amis en plus. Là, tu te dis, j'aurai plus jamais d'amis de ma vie, c'est fini, voilà. Ou ça se peut que tu veuilles changer de programme d'études parce que tu te rends compte que hey, tu t'en allais en usinage, puis finalement, tu te rends compte que travailler dans une usine avec des machines qui font du bruit à journée longue, ça sera pas pour toi. Ou qu'est-ce qui va arriver? Mes enfants, tu sais, si mettons, je suis plus capable de travailler et de m'occuper des enfants, il faut que je choisisse. Je me rends compte là, que je vais toujours être brûlée, toujours faire des burn-out si je choisis pas. OK, mais si je m'occupe pas des enfants, ben je vais les perdre, les enfants, et ils vont avoir des signalements à la DPJ. Mais si je vais pas travailler, j'aurai pas d'argent pour payer, pour nourrir les enfants, je vais aussi les perdre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point ça peut être compliqué pour la personne autiste de faire ces choix-là, mais elle n'a pas le choix. Elle est rendue au point où en fait, elle n'a pas le choix de faire un choix. Et il n'y a dans chacun des choix qu'elle a à faire, il n'y a pas de bonne solution. C'est toujours, les 2 solutions vont avoir plein de conséquences négatives. Voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est quand même complet. On doit, nous autres, accepter cognitivement, puis supporter émotionnellement là, le fait qu'on va faire vivre des émotions difficiles à nos proches en leur annonçant le diagnostic, puis en effectuant les changements qu'on a besoin. Par exemple, avec les parents, mettons la personne autiste, même si elle est rendue adulte, elle a des parents dans sa vie possiblement, mais les parents, souvent, il va falloir qu'ils fassent un deuil. C'est le deuil de l'enfant qu'ils pensaient avoir. Et c'est le même deuil que le parent qui a un jeune enfant autiste doit faire, même s'il y a un diagnostic jeune, sauf que là, tu pensais que tu connaissais ton enfant tout ce temps-là, tu t'étais projeté dans ton enfant, tu te disais, il va être la continuité de ma vie, mais là, tout d'un coup, tu te rends compte que non, il ne fondera pas une famille peut-être, ou il fera pas ci, ou il fera pas ça, il ne reprendra pas l'entreprise familiale, peu importe. Ça se peut aussi que les parents vivent de la culpabilité. Moi, c'est quelque chose que ma famille m'avait dit. Ben là, si j'admets que tu es autiste, ça veut dire qu'il faut que j'admette que j'ai pas vu ça.
Puis ça veut dire qu'il faut que j'admette que j'ai pas été un bon parent parce que je t'ai pas aidé, supporté dans tes difficultés. Fait qu'imaginez-vous qu'est-ce que le parent, il vit dans sa tête. Il se dit, ben, est-ce que je veux vraiment accepter ça, moi? Le fait que mon enfant, finalement, est autiste? Ouais, puis quand tu reçois un diagnostic, puis là, ben, voyez-vous un peu toutes les choses, tous les changements qu'on peut avoir à apporter dans sa vie, ben, c'est sûr que quand on finit par parler avec nos parents ou nos frères, nos soeurs, peu importe notre entourage, on réaborde toujours ces sujets-là. Parce que c'est tout ce qu'on fait de notre vie, essayer de rattraper comme le temps ou de réorganiser notre vie. On me demande des nouvelles, ben, tu sais, j'essaie de me trouver un emploi qui me convient parce que c'est pas facile. Ou, là, j'ai essayé un nouvel intérêt parce que, tu sais, ça me permet de me donner de l'énergie parce que, tu sais, là, moi, quand je faisais ça, quand j'étais enfant, ben finalement, ça me voulait plus que d'autres choses. Ou, puis, tu sais, fait que, veux pas, maintenant, on fait toujours des analogies un petit peu avec tout notre vécu, tout notre avant par rapport à aujourd'hui. Puis, notre avant, on le vivait avec cette famille-là. Absolument. Puis c'est un peu difficile de parler d'autres choses ou, je veux dire, on n'inventera pas non plus des activités qu'on fait pas juste pour trouver d'autres choses à dire. Fait que, finalement, ça peut peut-être mettre une certaine distance entre les membres de l'entourage pendant un certain temps parce que parfois, on ne sait pas de quoi d'autre parler ou on ne veut pas justement générer ces émotions-là chez les autres, fait qu'on préfère ne pas en parler. Ou d'en parler à d'autres personnes, justement. Tu sais, comme des fois, la famille va dire « Mon Dieu, elle m'a abandonné pour son nouveau groupe d'amis. » Mais c'est plus parce que c'est essentiel de côtoyer ces pairs similaires-là durant tout ce travail-là, puis même par la suite de les garder aussi, mais je veux dire... Et aussi de protéger un peu tes proches de toute la vague d'émotions que toi-même tu vis. Là, ouais. Parce qu'à un moment donné aussi, en tant qu'adulte, je veux dire, des fois, on doit cheminer tout seul. On n'a pas à dire toutes les mini-étapes de tous nos défis quotidiens tout le temps, même si ce défi-là, des fois, il dure un certain temps. Oui, absolument. Ça, c'est un bon point aussi. C'est pas quelque chose qui va... T'sais, à partir du moment que tu reçois le diagnostic, c'est pas dans 2 semaines là, que ta vie va être à nouveau sur les rails. Ça c'est souvent quelque chose que je vois au niveau des proches ou des intervenants. Ils ont des attentes. Puis même des fois, la personne autiste elle-même, elle se dit « Ah, maintenant que j'ai mon diagnostic, ça va être correct. Dans un mois, tout va être réglé. » Non, c'est tout ton passé que tu dois revisiter, ton identité que tu dois te construire, tout ton entourage que tu dois réfléchir à quelles personnes ont un bon apport dans ta vie, acceptent aussi de vivre avec ta vraie personne et non avec ton personnage. Est-ce que ton emploi fonctionne, etc., etc., etc. Donc, c'est pas des petits changements, c'est toute ta vie et même ton passé qui doit être refondu. Ça va prendre des années faire ça. Non, exact. Puis même après, quand mettons, tu vas avoir une petite routine stable, puis, ben, si tu sais, je veux dire, si tu reparles à ta famille, tu vas réexposer maintenant tes différences, mais tu vas les affirmer puis les aimer, ces différences-là. Tu ne voudras plus leur faire tes petits personnages d'avant ou des choses comme ça. Ça n'aura plus de sens à tes yeux après tout ce que tu as fait comme changement dans ta vie. Fait tu vas continuer toujours à générer ces émotions-là. À tes proches, oui, c'est vrai. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres sujets? On a fait le tour des sujets qu'on avait pris en note. Hein? OK. Ben, en tout cas, on espère que ça va pouvoir aider soit des personnes autistes qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui se demandent est-ce que je devrais aller chercher un diagnostic. On espère que ça va aider aussi des personnes de l'entourage, des personnes qui sont des intervenants et intervenantes à mieux comprendre qu'est-ce que vit la personne autiste dans la période qui suit le diagnostic pour pouvoir mieux les accompagner. Si vous avez des questions ou s'il y a des aspects que vous aimeriez qu'on approfondisse plus, ben n'hésitez pas à nous laisser des commentaires puis pour qu'on puisse vous parler plus de ces sujets-là. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup de votre temps, puis on vous souhaite une belle semaine.